Et c'est le grand soir, deuxième heure avec Olga Givernet. Bonsoir, vous êtes députée de La République En Marche de l'Ain, dans la majorité donc. Danielle Simonet, conseillère de Paris et oratrice nationale de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Goujon, à vos côtés, maire Les Républicains du 15e arrondissement de la capitale. Et puis Xavier Lemoine, maire d'hiver droite de Montfermeil. Alors vous le savez, demain ça va quand même être un réveillon assez curieux, du jamais vu dans l'histoire de France, puisqu'on va le commencer, ce réveillon, avec un couvre-feu à 20h pour tout le pays. Et c'est vrai que ça paraît assez surréaliste, notamment peut-être pour vous, François Bersani. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police des Yvelines. Est-ce que vous craignez quand même un certain nombre, j'allais dire, de violences, de voitures incendiées, malgré ce couvre-feu à 20h ? Bonsoir. Les violences urbaines le 31 décembre, c'est devenu un marronnier comme le soir d'Halloween ou le 14 juillet. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas une inquiétude particulière pour les 100 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. Mais la difficulté cette année, c'est qu'avec le même nombre de personnels mobilisés que toutes les autres années, c'est toujours 100 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés chaque 31 décembre, on va avoir en plus, en effet, le respect du couvre-feu qui, on le sait bien, va être plus difficile à faire respecter dans certaines villes que d'autres, plus difficilement en ville qu'à la campagne, et plus difficilement dans certaines zones de quartiers prioritaires. Mais c'est-à-dire, vous allez passer votre temps, j'allais dire, à surveiller les étages qu'il n'y ait pas de fête, à aller compter les convives, à regarder dans la rue qu'il n'y ait personne. Ça va être ça votre boulot demain, quoi. Alors, ce serait ça, en effet, si on n'avait que ça à faire le 31 décembre. Or, le 31 décembre, il faut savoir que partout en France, c'est le pic en matière d'intervention de police-secours. C'est un des soirs de l'année où il y a le plus d'appels, le 17, les appels police-secours dans les différents départements de France. Et donc, il y a toute cette masse d'appels à traiter, d'interventions chez les gens. Et donc, il est difficile de consacrer du temps à cette mission nouvelle et qu'on va dire accessoire par rapport aux appels secours de la population. Donc, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir en même temps ménager la chèvre et le chou, à savoir à répondre aux besoins de la population, c'est l'essence même de notre métier, et en même temps mener des opérations de contrôle, d'autant plus que quand vous parlez des fêtes clandestines, qui dit fêtes clandestines dit qu'il faut déjà les dénicher, ces fêtes clandestines, et puis ensuite il faut avoir les moyens en effectif d'aller intervenir, tout en sachant qu'on n'a pas le droit de rentrer chez les gens entre 21h et 6h du matin. Donc c'est comme pour les affaires de tapage nocturne, il y a de fortes chances que ça se règle depuis l'extérieur d'un domicile, mais on ne peut pas rentrer de force dans un domicile la nuit. Oui, il vous faut un feu vert d'un magistrat, hein, c'est ça ? Non, même avec un feu vert d'un magistrat, les cas d'introduction légaux dans les domiciles la nuit, il faudrait y être invité par le maître de maison, où il faudrait vraiment qu'un crime ou un délit soit en train de se commettre, avec des appels au secours. Mais même un magistrat, imaginez-vous, à 23h, minuit, 1h, il n'y a pas un magistrat qui va nous autoriser à casser une porte pour aller faire respecter le nombre de convives ou le respect du couvre-feu. Donc en gros, ce soir, vous nous dites on n'est pas complètement là pour ça, pour vérifier si les gens sont bien rentrés à l'heure et s'ils sont pas plus de 6 à table. Oui, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, avec les effectifs qui nous sont fournis, à savoir donc les 100 000 policiers et gendarmes, il y a toutes les interventions classiques du quotidien du 31 décembre, les accidents de la route, les bagarres sur fond d'alcool, et que ces interventions-là, les violences conjugales, j'en passe et des meilleures, elles sont prioritaires et que ces opérations de contrôle du couvre-feu, elles ne pourront être opérées que si il y a suffisamment d'effectifs qui ne sont pas pris sur les missions prioritaires. Donc, comme on a les mêmes effectifs que toutes les années passées, alors qu'il n'y avait pas le couvre-feu à faire respecter, on va se heurter à une tension forte. Merci beaucoup François Bersani, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police des Yvelines. Vous le comprenez, ce policier. Et d'un autre côté, est-ce qu'on avait la possibilité de faire autrement avec cette épidémie de Covid qui nous tombe dessus aujourd'hui encore ? Plus de 26 000 nouveaux cas. Danielle Simonet. Écoutez, là on voit bien que prétendre qu'on va lutter contre la pandémie en mettant des policiers derrière chaque appartement, enfin, je veux dire, est totalement absurde. C'est un contrôle, simplement, les policiers. Tout le monde sait que ça n'est pas possible et d'ailleurs, ça n'est pas souhaitable. La police a d'autres choses à faire, voilà, et ça n'est pas souhaitable comme Mais il fallait un couvre-feu à 20h sur tout le pays ?
Je pense que les mesures de couvre-feu, comme les mesures de confinement, sont des mesures qui sont prises quand tout a échoué parce que la planification sanitaire n'a pas été au rendez-vous. Je rappelle que l'OMS nous demande le triptyque tester, tracer, isoler. Les tests, ça a d'abord été un fiasco pendant toute une période. Ensuite, sur les solutions d'isolement, il y a toujours un échec total de la part du gouvernement qui ne prévoit pas. Si le président de la République, Emmanuel Macron, a pu être isolé à la lanterne, les citoyens, en attendant, n'ont pas un coup de fil de l'ARS pour leur proposer une chambre d'hôtel s'ils ne sont pas en situation de pouvoir s'isoler. Donc les contaminations à l'intérieur des familles sont aussi un vecteur terrible. Or, il y a des mesures à prendre. À ce couvre-feu. Mais bien sûr que si, ça me choque. Ce qui me choque, c'est l'échec total de la politique de ce gouvernement qui n'a pas été, après avoir fait le fiasco des masques et des tests, qui n'a pas été capable de planifier les stratégies d'isolement, qui met toujours l'hôpital en tension. Nos voisins font pas mieux, hein. Oui, mais c'est pas une raison pour faire pire, hein, franchement. L'isolement, pourquoi est-ce qu'on ne l'a toujours pas fait? On a pu se retrouver en famille. Vous voulez pas une médaille pour avoir sauvé Noël, quand même, on a pu se retrouver quand même en famille, de pouvoir fêter ces fêtes. Le problème avec le jour de l'an, c'est qu'on sait que c'est des fêtes qui sont beaucoup plus élargies, avec des rassemblements, dans la rue également, qu'aujourd'hui la police se prépare à un événement finalement qu'il ne connaît pas, puisque un confinement pour un jour de l'an, il devrait y avoir personne dehors, sauf qu'ils estiment qu'il y aura probablement des gens dehors qui ne devraient pas y être. Les réseaux sociaux donnent des informations, donc on a déployé le même nombre de forces de police alors qu'il ne devrait y avoir personne à l'extérieur. Le but ne sera pas d'aller voir dans chaque appartement si tout le monde respecte. Le but, c'est qu'on finisse l'année de manière le plus paisible possible, qu'on laisse l'année 2020 derrière nous, qu'on se projette sur 2021 avec des messages d'espoir. On a la vaccination qui arrive. C'est une solution. La relance économique également. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse apaiser, que les forces de l'ordre soient déployées pour que ça se passe au mieux. Moi, je trouve que c'est un bon signal. Les forces de l'ordre, vous avez entendu, elles sont un peu inquiètes d'avoir à faire les deux. Elles sont inquiètes parce qu'elles sont dans le couvre-feu et puis le tout venant, j'allais dire, d'un 31 décembre. Elles sont dans une organisation de dernière minute auquel elle n'a jamais été confrontée un 31 décembre avec personne. Non, je me suis déjà exprimé, confinement, couvre-feu, je suis extrêmement critique. Je suis critique pourquoi ? Parce que depuis fin mars, il y a eu une obstruction. Maintenant, je parle d'obstruction, je ne parle plus d'ignorance. Fin mars, vous pouvez encore parler d'ignorance, mais maintenant, c'est de l'obstruction à ce que j'appelle la prise en charge précoce du Covid-19, qui permet d'éviter la forme grave, qui permet d'éviter l'hospitalisation et qui permet d'éviter d'engorger les services de réanimation. Obstruction, ça veut dire qu'il y avait une volonté d'aller contre. Quand je vois qu'un certain nombre de médecins qui ont publié, qui pratiquent, qui ont essayé de vulgariser cette manière de faire et de soigner, ont été rappelés à l'ordre par le Conseil de l'ordre ou éventuellement par les ARS, etc., je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors ? Il fallait continuer, fallait peut-être les écouter, peut-être regarder. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le Covid récemment. J'ai eu la chance de bénéficier de cette prise en charge précoce. Voilà. Et j'en parle depuis fin mars. Je la connais depuis fin mars. J'ai pu l'appliquer, ou elle a été appliquée dans un certain nombre, je dirais, d'institutions dont je peux avoir une responsabilité à l'intérieur. Et j'ai constaté... Donc c'est un cocktail de médicaments? C'est tout simplement, je dirais, pour le système immunitaire, c'est le zinc, la vitamine D et la vitamine C, voilà, pour faire bref. Voilà. Et ensuite, c'est l'azithromycine. Je ne vais pas parler de la chloroquine, on en a trop parlé, donc laissons-le de côté, s'il vous plaît. Et voilà. Et pour vous, ça a marché? Et ça vous fait descendre la charge virale extrêmement rapidement. Alors bien sûr, c'est un médecin qui vous regarde les symptômes, mais on n'attend pas d'être suffisamment amoché pour arriver à l'hôpital. Et en l'espace de 24-48 heures, vous descendez la charge virale. Tous les médecins ont leur cocktail un peu, maintenant. Quand vous discutez avec eux, vous disent, moi j'ai le truc, alors il faut tant d'antibiotiques et puis tant de... Oui, mais si vous voulez... Attendez, ce sont des médecins. Bon, mais vous dites que vous avez reçu le bon traitement. Vous avez des milliers de médecins en France qui ont traité des dizaines de milliers de patients. Et toute leur cohorte de patients, il n'y en a quasiment aucun, sinon aucun, qui sont arrivés dans la forme grave et en hospitalisation et en décès.
Bien. Alors, Pourquoi s'est-on on en pris est là Ouais, pourquoi C'est la question que je pose depuis fin mars. C'est curieux quand même. Et je l'ai posée à tous les échelons, je dirais, du pays. Et je continue à le faire. Parce que ce que je vois en confinement, vous avez vu que en le couvre-feu... professeur Raoul, ça marchait pas, par exemple. De quoi Le donc Remdesivir, ça marchait pas. Si écoute- on avait le cocktail miracle, ça se saurait. Ah ben, quand le même. Remdesivir, ça se on l'a su tout de suite. international. On l'a su tout de suite. Il n'y a pas eu longtemps à attendre sur ce, Et vous, sur ce vous dites que médicament-là. vous avez le Par traitement contre, l'ivermectine, vous pourrez y aller. Voilà. Moi, je regarde ce qui se passe en Allemagne. On n'est pas aussi. médecin. Hein, Ah, mais on peut vous dire non. moi, ça fait quelques mois que je travaille dessus, mais que je travaille très sérieusement là-dessus. Et j'ose le Vous dire. n'êtes pas médecin non Je plus. ne suis pas médecin, Bon. mais on a le droit de s'intéresser. Oui. On a le droit de consulter des médecins, on a le droit de recouper les points de vue, et on a le droit de savoir ce qui se passe réellement. Et quand des médecins vous disent, monsieur le maire, médicalement, vous avez raison quand vous me dites ça, mais sachez que telle société savante a fait telle recommandation. À la radio ou dans les médias, c'est pas bien vu. Ah bon? Alors, pour mes patients, mais je vous le dis, c'est des témoignages. J'en ai assez de vivre ce que je vis, donc merci de me permettre de m'exprimer. Monsieur le maire, ce que vous me dites médicalement, c'est vrai. Et pour les miens, c'est ce que j'utilise. Mais moi, Doliprane pour mes autres patients, c'est le seul moyen pour moi de n'être jamais inquiété s'il y a la moindre complication. Est-ce que ça veut dire que vous allez être pour le vaccin? Est-ce que vous allez être pour le vaccin? On n'est pas là pour l'instant. Bon, On est mais sur on va y venir. Parce que là, On c'est peut quand même dire. quelque chose qui est Bon, allez, reconnu à Philippe Goujon, l'international. Non, mais moi, On j'ai pas eu la chance, enfin, si je peux dire, d'avoir peut s'en passer. le Covid, comme vous Je l'avez confirme. dit. Et donc, je ne m'exprimerai pas sur le traitement du professeur Lemoine. En revanche, c'est vrai qu'il y a tout un tas de dysfonctionnements qui amènent à cette C'est vrai aussi situation. qu'on soigne mieux le Covid depuis la deuxième vague. Heureusement, On a un certain nombre de traitements, Heureusement qu'on a notamment les tiré formes graves. un certain nombre d'enseignements depuis le mois de mars dernier, heureusement. Mais pour être jumelé, par exemple, avec Séoul, le 15e est jumelé avec Séoul, avec un arrondissement de Séoul. Et je constate là-bas, et je rejoins d'ailleurs Daniel Donc, Simonet, la ce qui était capitale assez rare, mais sud-coréenne. il faut donc le souligner d'autant plus, que la stratégie du dépister, tracer, isoler a parfaitement réussi. 1000 fois moins de morts, quand même, en Corée du Sud. Ouais. C'est énorme. Et pour avoir discuté avec le maire de Séoul... Là-bas, je crois que c'est obligatoire, de toute façon. Non, il n'y a pas Non. d'obligation. Vous savez, c'est pas parce que ce sont des Coréens qui sont forcément disciplinés, qui marchent au pas, etc. C'est vrai qu'ils ont eu des expériences avec le SRAS dont ils ont tiré les enseignements. Mais enfin, il y a quelque chose d'essentiel, à mon avis, qui manque. Alors évidemment, il y a l'organisation étatique, administrative, etc. Bon, très bien. Mais c'est pas le seul défaut. Il y a quelque chose d'essentiel. Quand j'ai posé la question à la maire de Séoul pour lui demander, mais quelle est la chose la plus importante qui vous permet d'être dans cette situation quand même plus en que celle de la France? Il m'a dit, c'est la confiance. La confiance entre la population et les gouvernants. Et tout est là. Regardez aujourd'hui ce qui se passe pour la vaccination. Il n'y a pas de confiance, donc on ne croit plus les autorités publiques depuis Et parce la qu'on pense fameuse que affaire des masques. répression. Comment? Au lieu de construire la confiance, on pense répression. Non, mais Alors, attendez, voilà. pour la vaccination, c'est pas Il obligatoire. n'y a pas hein. d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Non, mais il y a pas de- À chaque fois, Mais attendez. à chaque fois qu'il y a un débat, on pense Attendez, le répression. président de la République On dit fait une une chose et ensuite on dit le contraire le lendemain par un ministre. Et à chaque fois on dit mais Regardez, vous aurez peut-être il y a des quelque droits chose qui m'a diminués, frappé vous aurez le droit de faire ça Attendez, quand vous aurez... à vous entendre, on a Attendez. l'impression qu'on est les derniers de la classe, qu'on est nuls, qu'à côté ils sont n'est pas les tellement meilleurs, meilleurs en que tout cas, nous. ça, c'est Écoutez, clair. Or, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas en si, Italie, mais c'est en pas le cas en Allemagne- Angleterre. Bon, en Allemagne, il y a En 80 Allemagne, il y a beaucoup moins de morts. moins de morts. S'il y avait une potion magique, on le En saurait. Allemagne, ils en sont à 80 000 vaccinations déjà. Nous, Ah on non, en est mais à en 200. vaccination, mais en Ah oui. cas de Ils en ont moins que nous. Ils ont 4 Je suis fois désolé, moins on a- rapporté la Et puis, le population, premier ils ont 4 fois confinement moins de morts a que donné de nous. meilleurs résultats. Rapporté la population. Mais il y a ils ont quelque 4 chose fois qui m'a moins. frappé aujourd'hui, c'est sur les déclarations hier soir du ministre de la Santé sur la vaccination. Le ministre de la Santé nous dit c'est assumé, on assume ce faible taux de vaccination. Et aujourd'hui, j'entendais le professeur Fischer, je ne sais pas si c'est sur votre Il est chaîne. chez nous, oui, Chez vous, tout à voilà. fait. Coup de chance. Il est chez vous. Et il Deuxième disait, chance sur 4. il disait, il y a eu un certain nombre de contraintes qui nous ont amenés à faire aussi peu de vaccination. La nature du vaccin, qui est compliquée, l'approvisionnement, la nécessité de demander, On va en de faire reparler une de tout ça, consultation Et vous nous pré-vaccination, dites que nos etc. voisins, ils ont les mêmes contraintes, et eux, ils font Et ben mieux. voilà, 13 000 de vaccination au Portugal, 500 000 en Israël, 78 000 en Allemagne. Ça, on va en parler en Sauf qu'il y a- deuxième partie Non, mais de ça, Il y a l'émission. une adhésion de l'opinion publique qui permet justement d'avoir des je crois pas que ce processus soit seulement ça. qui sont Je crois raccourcis. pas que ce dans soit Allez, ce le genre de vaccin, vaccin. le Ça veut vaccin, dire on va qu'il n'y y a pas de revenir, si vous confiance voulez bien. avec les Il n'y gouvernants, a pas de ce confiance. qui est grave aussi. On se retrouve dans C'est- un instant. Pourquoi? Pour continuer, pardonnez-moi, mais sur ce thème du couvre-feu, 18h pour 20 départements, peut-être, dès le 2 janvier. Et les élus locaux, ils râlent parce qu'eux, ils aimeraient aller plus loin que ça, vu la situation sur le terrain. À tout de suite.
Le Grand Soir, deuxième partie. Alors couvre-feu pour toute la France demain 20h et sans doute pour une vingtaine de départements en grande partie du Grand Est, ce sera même 18h dès le 2 janvier. Nivine Potros, vous nous avez rejoint. Comment ça risque de passer? Qui ça va concerner ce couvre-feu, j'allais dire, spécial pour l'Est de la France, mais jusqu'aux Alpes-Maritimes? Oui, effectivement. Alors, a priori, ça devrait concerner une vingtaine de départements et de métropoles qui seront donc concernés par ce couvre-feu élargi à 18h au lieu de 20h. C'est par exemple le Jura, le Haut-Rhin ou encore les Alpes-Maritimes. Mais attention, il s'agit pour l'instant d'une liste provisoire. Il y aura probablement beaucoup moins de départements concernés. En fait, tout va dépendre de l'évolution des chiffres qui, pour le moment, ne sont pas consolidés. En fait, on en saura plus vendredi. La liste des départements concernés sera publiée à ce moment-là. Ce sera ensuite au préfet de décider si oui ou non leur département basculera en couvre-feu avancé à 18h en fonction, par exemple, du taux d'incidence dans leur département ou de la tension hospitalière. Oui, ce sera donc au tout dernier moment. Est-ce que pour autant, ça risque d'être efficace ? Alors, souvenez-vous, en octobre dernier, un couvre-feu avait été mis en place en Île-de-France et dans 8 autres grandes métropoles comme Lyon, Marseille ou Grenoble. Un couvre-feu qui démarrait à 21h et se terminait à 6h. Et c'est vrai que quand on regarde la courbe du taux d'incidence, effectivement, on a l'impression que le couvre-feu il a été plutôt efficace. Regardez par exemple la courbe de Saint-Étienne. On voit que 10 jours après l'instauration du couvre-feu, elle chute brutalement. Même chose à Lille ou à Grenoble. Mais attention, ces chiffres sont à prendre avec énormément de pincettes puisque dans certaines villes où le couvre-feu n'était pas en place, le taux d'incidence a également baissé à ce moment-là. En fait, il y a plusieurs éléments extérieurs qui pourraient expliquer ces résultats. D'abord, les vacances scolaires. Les Parisiens et les Marseillais étaient en congé. De fait, ils ont réduit leurs interactions. Autre élément, le gouvernement qui à ce moment-là avait lancé une vaste opération de communication pour expliquer la gravité du virus. Peut-être que certains Français y ont été sensibles. Ils ont donc fait augmenter leurs gestes barrières. Il y a également la météo qui peut jouer. On change nos comportements quand il fait plus ou moins chaud. En fait, d'après Santé publique France, il est impossible de dire si le couvre-feu, si cette seule mesure suffit ou non à éradiquer le virus. Voilà, c'est rassurant. On n'en sait pas grand-chose, comme beaucoup de points d'ailleurs. Qu'en pensent les maires qui risquent d'être concernés dès vendredi? Pour eux, il faudrait même aller plus loin vu l'urgence de la situation. Sans doute insuffisant et trop tardif. Est-ce que ça ne risque pas de nous faire prendre un train de retard et donc de voir passer de nouveau cette épidémie et de courir derrière? Là, c'est reculer pour mieux sauter. Il y aura, à mon avis, j'espère me tromper, je le dis sincèrement, mais je pense qu'il y aura un confinement durant le mois de janvier. On croit que malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis de cette crise et qu'on manque de perspectives de sortie de cette crise. Bon, réaction sur tout ce qu'on vient d'entendre, les maires qui disent mais il faut même aller plus loin que ça, vu ce qui nous tombe dessus. Et c'est très bien, il faudrait aller plus loin déjà dans l'organisation des pouvoirs publics. C'est vrai que on a l'impression, là, c'est assez récent, que le gouvernement consulte les maires, en tout cas les informe. Ça vient très tardivement, mais il faut aller plus loin. Et il faut aussi beaucoup déconcentrer. Mais aller plus loin, c'est quoi alors? C'est un reconfinement local? Moi, je dis qu'il faut décentraliser déjà beaucoup des mesures. Je vois bien dans une mairie, je suis sûr que c'est la même chose chez Xavier, comme celle du 15e, on a eu un centre Covid dans la mairie, on a distribué des masques tout seul, on a fait du dépistage avec un laboratoire. Bref, on peut s'organiser et demain, on peut faire la vaccination. Sauf qu'à l'heure qu'il est, par exemple, moi, je n'ai aucune information, ni par la mairie de Paris, ni par l'État, pour une éventuelle vaccination de la population du 15e, même dans un mois ou deux, ça s'organise, ça. Ouais. Donc là, on n'est pas du tout au point. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je crois qu'il est nécessaire aussi qu'il puisse y avoir davantage de moyens pour prévenir la maladie. C'est vrai qu'on ne parle plus du tout des gestes barrières. Bon, je veux bien, mais enfin, il n'y a pas que le couvre-feu qui existe. Deuxièmement, quid des hôpitaux, du recrutement de personnel, d'ouverture de lits supplémentaires. La situation maintenant. Excusez-moi, ça fait 6 mois que ça dure. Ça fait 6 mois que tout ça est en cours. Oui, et quand on est sur ce plateau, on a un peu l'impression de se retrouver 6 mois en arrière dans le débat. Enfin, on reparle des cocktails, on reparle des isolements. Aujourd'hui, il y a une grande campagne de tests qui s'est passée juste avant Noël. Ça nous a permis de sauver Noël, de pouvoir avoir en tout cas de la part
part des personnes une certaine responsabilité, une prise en compte de leur état. Sauver Noël, on saura dans 10 jours ce qui se passe. Attention. Et de la même manière pour le 31 décembre. Aujourd'hui, on a cette perspective pour 20 des départements d'avoir un couvre-feu à 18h. Et d'ailleurs, les élus souhaitent s'engager, en tout cas, de trouver des solutions pour éviter le mois de janvier. Ça demande... C'est pas la peine de les suspecter, de ne pas oser prendre des mesures un peu dures. Il y avait pas de... Le but, c'est de trouver de suspicion. Et le but était de trouver une organisation pour la rentrée. On est mercredi aujourd'hui. C'est vrai que pour lundi prochain, où il va y avoir la rentrée des enfants, ça va poser beaucoup de questions. Donc que les élus et que la population puissent se mettre également à trouver des solutions et à converger vers cette possibilité que l'épidémie risque de reprendre. Maintenant, moi, je souhaite qu'il y ait une adhésion à la vaccination le plus rapidement possible. On va y revenir à la vaccination. Là, je suis sur le couvre-feu. Avancer à 18h. Ça veut dire aussi que si on n'est pas projeté dans la perspective que le mois de janvier serait quand même une solution plutôt qu'un recul de l'épidémie, moi, je trouve qu'on va dans le mur. Non, mais le couvre-feu à 18h, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même la mesure gadget. Parce que, en quoi le fait qu'on sorte tous plus tôt du travail et qu'on soit du coup dans un temps plus concentré, tous ensemble dans les transports en commun pour rentrer chez soi absolument à 18h, va réduire la diffusion du virus. Enfin, franchement, on se moque de nous. On se moque de nous. On est quand même en période où il y a le télétravail, toujours. Il y a d'autres mesures alternatives. Il y a des mesures alternatives qui sont d'ailleurs... Excusez-moi. Il y a des mesures alternatives au confinement et au couvre-feu qui sont notamment d'organiser la vie sociale en roulement. On a bien vu d'ailleurs dans les établissements scolaires, même si au départ le ministre Blanquer ne voulait pas en entendre parler. C'est grâce aux mobilisations des lycéens et des enseignants qu'ils ont réussi à imposer qu'il fallait faire des demi-groupes et donc alterner ceux qui allaient en cours dans les collèges, les lycées ou les universités. Eh bien, il faut essayer de penser aussi et planifier l'organisation sociale par un roulement. Si on n'était pas tous aux mêmes horaires et tous en même temps dans les transports en commun, eh bien, ça veut dire qu'on réduit nos interactions sociales, on réduit les propagations du virus autrement que par la privation de liberté, où en plus on va tous se retrouver dans certains départements à 18h en même temps dans les transports en commun. Par ailleurs, j'alerte sur autre chose, c'est que le collectif Interurgence montrait que la carte des régions pour lesquels il va y avoir le couvre-feu à 18h, pour une bonne partie de ces départements, sont ceux où la suppression des lits d'hôpitaux, d'hospitalisation, a continué après le premier confinement. Et là où justement les personnels soignants très mal payés en France, eh bien, sont encouragés à finalement aller travailler à l'étranger, pour tous les départements frontaliers. Là, on est dans l'immédiat. Oui, mais c'est parce qu'il y a une crise hospitalière que ce gouvernement aggrave qu'il en est à prendre des mesures de couvre-feu et de confinement parce qu'il ne veut pas répondre à la crise hospitalière. Un mal profond, c'est que lorsqu'on ne sait pas faire, et c'est souvent le cas malheureusement, on prend la mesure gadget. On interdit ou on augmente les impôts. Voilà, en gros, c'est les deux solutions faciles en France, et c'est ce qui se passe. Moi, je voulais vous faire écouter ces maires qui demandent davantage de mesures, et ils disent aussi, alors ça peut paraître contradictoire, que couvre-feu à 18h, c'est pratiquement inapplicable. Bien sûr. Il est vrai que la mise en place d'un couvre-feu, qui plus est à 18h, va engendrer quelques difficultés en termes d'organisation, aussi bien pour les collectivités que pour les familles. Cela a été souligné il y a quelques instants. Quid, je dirais, des personnes qui travaillent, quittent leur travail à 18h, à quel moment vont-elles faire leurs courses alimentaires? La question du périscolaire dans nos écoles. Voilà, aller chercher les enfants, faire les courses, comment on fait? Je pense que notre société est, hélas, suffisamment désorganisée pour qu'on ne rajoute pas du désordre. Voilà. 2 heures de plus de couvre-feu, à mon avis, au regard des chiffres qui inquiètent mes collègues élus, c'est insignifiant. Et on va cumuler, me semble-t-il, les désagréments et on n'aura que très peu de résultats. Je redemande à ce que les pouvoirs publics s'intéressent à la prise en charge précoce de cette maladie. C'est la seule maladie au monde. Vous êtes dans le traitement. Il faut davantage de traitement. Écoutez, ça ne sert à rien d'attendre d'être suffisamment malade pour pouvoir être admis à l'hôpital et commencer à être soigné. Il vaut mieux pas l'attraper, le virus aussi. Mais oui, c'est la prévention, ça s'appelle de la prévention. Un virus, ça s'adapte toujours. Un virus, ça ne s'éradique pas. Il s'éradique lui-même, mais vous ne l'éradiquez pas. Donc à un moment donné, c'est inutile. On verra ce que ça donne. Et on en parlera tout à l'heure. Oui. C'est inutile, me semble-t-il, de développer la forme grave et d'aller engorger nos hôpitaux. Et donc, ce laps de temps
a été négligé par les pouvoirs publics. Il est extrêmement important, et si on lui donnait la considération qu'il mérite, je pense que derrière, on ne serait pas à se poser... Mais vous êtes pardonnez-moi, vous êtes le seul à nous dire il y a un remède miracle non, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Mais en attendant, la France a arrêté de financer les recherches sur le médicament. Personne n'est contre ce que vous dites. Écoutez, beaucoup ont été interdits de parler, beaucoup ont été intimidés, je vous le dis. Personne ne vous interdit de parler. Je le fais, mais je le fais aussi pour beaucoup d'autres à qui leurs autorités de tutelle ou ordinales leur ont dit, s'il vous plaît, vous vous taisez. Et c'est la réalité. Et je trouve ça suffisamment scandaleux pour que je prenne le risque de m'exprimer encore plus clairement ce soir que je n'ai pu le faire on ici. n'est pas dans une dictature. Enfin, je veux dire. J'en sais rien. J'aimerais qu'on puisse avoir des débats assez sereins et j'aimerais que les pouvoirs publics se préoccupent de ce sur quoi leur attention a été attirée et qui a été dédaigneusement balayé d'un revers de main, notamment dernièrement par le Premier ministre lors d'une audition à l'Assemblée nationale. On parlait de confiance tout à l'heure, et je crois que la confiance, et là, elle est rompue. La confiance vient aussi d'un discours unanime de la classe médicale. Donc le discours unanime, ça veut dire qu'il y a pu avoir débat au début dans les premiers mois, et puis il y a eu aussi les études, les experts au niveau international, et là il a fallu avoir quand même un consensus. Donc il y a aujourd'hui une stratégie. Et madame, ce que je suis en train de vous dire, en Allemagne, est fait quotidiennement. La médecine libérale de ville en Allemagne fait exactement ce que je suis en train de vous dire, et l'Allemagne a 4 fois moins de morts rapportées à la population. Ils ont certes plus de lits de réanimation que nous, mais le nombre de personnes qui arrivent sous une forme grave est bien diminué par rapport à celle de la France. Donc il ne s'agit pas d'aller très loin, il s'agit d'aller regarder aussi ce qui marche ailleurs. Porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il dit ce soir? Il dit, si le confinement, en gros, ça ne marche pas, le reconfinement à 18h, etc., on va prendre d'autres mesures, écoutez-le. On n'exclut jamais rien pour l'avenir. Je vous ai dit qu'on continuait à suivre de près la circulation du virus et que si les choses s'aggravent, oui, on peut être amené à prendre d'autres mesures. Maintenant, c'est une piste qui a été évacuée à ce stade, mais encore une fois, il ne faut jamais rien exclure par principe. Et donc vous le dites, c'est possible qu'il y ait des confinements locaux à l'avenir? C'est tout à fait possible, c'est envisageable si la situation venait à s'aggraver très fortement. Aujourd'hui, en termes de circulation du virus, on n'est pas à un niveau qui nous a conduit à confiner le pays quand ça a été le cas les 2 fois précédentes. Mais évidemment, on regarde les choses de près et on prendra toujours les mesures nécessaires. Bon, reconfinement local, ça peut être une solution moi, aussi. c'est qu'il n'y a pas d'anticipation. On a l'impression qu'on suit l'épidémie. Il n'y a pas d'anticipation suffisante avec la mise en œuvre de moyens beaucoup plus importants. De surcroît, aujourd'hui, on en est à dire, c'est ce que dit le ministre, qu'on va peut-être confiner dans tel ou tel... Et pourquoi, pendant 6 mois, on a pris des mesures nationales, que des mesures nationales? Rappelez-vous, on avait essayé avec Marseille, on a vu le résultat au niveau local. Ça avait râlé. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. D'ailleurs, il les a prises à Marseille comme ailleurs. Marseille, même si ça a protesté, a quand même dû appliquer les mesures. Donc aujourd'hui, on s'en remet un petit peu à des solutions plus locales. Mais bien sûr, la solution n'est absolument pas la même en Bretagne qu'à Metz, etc. Donc il faut être beaucoup plus en accord, en travail, en relation avec les autorités locales, avec la médecine locale aussi. Il y a des organisations qui regroupent les médecins dans les différentes circonscriptions, etc. Il faut aussi être en discussion avec elles. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. On doit faire de la dentelle. Il nous reste 20 minutes pour parler de quoi? Du vaccin. Regardez ces 2 vues. Le vaccin en Europe. Alors, regardez la première. On a tous commencé le dimanche. L'Allemagne un jour avant, le samedi. Et regardez ce que ça donne. un peu plus de 78 000 personnes déjà vaccinées en Allemagne. 8 300 en Italie. Et nous, 138, peut-être 200 ce soir, nous disait le monsieur vaccin qui était sur ce plateau. Alors, si on compare avec encore d'autres pays, là, ça n'a plus rien à voir. Regardez, les États-Unis en sont déjà à plus d'1 million, l'Angleterre 600 000 et Israël 650 000. Pourquoi on a un tel retard vaccinal? Comment vous expliquez ça, Olga Givernet? Il y a eu un retard à l'allumage, mais ça ne veut pas dire qu'en fait on n'est pas capable de le rattraper, puisque le gouvernement s'est engagé d'ici fin janvier à être au même niveau que les autres pays. Et moi, je le souhaite. Il faut aller vite maintenant. Il va falloir rattraper là, sur la vaccination, se mettre en place. Le problème que nous avons, c'est un manque d'adhésion de la population, de l'opinion publique. On a plus de 60% quand même des gens qui ne souhaiteraient pas aller se faire vacciner. Et donc là, ça veut dire que dans les publics, dans les EHPAD, on leur demande, ils veulent bien. Il y a tout un processus de consentement qui est
mis en place. C'est la défaite de la technostructure et de la bureaucratie, une fois de plus. Et qui mobilise aussi du personnel, qui rallonge, alors qu'on aurait pu aller faire sur et ce prédiagnostic, il sert à quoi? Et le consentement qui prend 4 jours, vous vous rendez compte? Alors que vous allez n'importe où en Europe et dans le monde, vous faites vacciner tout de suite. Voilà. Alors effectivement, c'est un parce qu'aujourd'hui, si on a un rejet de la population de la vaccination, on aura de la politique vaccinale qui sera des médecins. Je vous fais écouter des médecins qui disent qu'il faut absolument accélérer là. Allons-y. Il y a 388 morts par jour. C'est pas un marathon, c'est une course rapide à faire. Non, à la fin, c'est un marathon. Non, attendez, le marathon, il est fini, ça fait 1 an qu'on est dessus, d'accord? Il y a des morts tous les jours, d'accord? Et la seule façon d'arrêter cette pandémie, tout le monde le reconnaît, c'est la vaccination. On est en retard aujourd'hui. Nous ne pouvons plus attendre. Nous ne pouvons pas nous permettre de tuer un Airbus A340 chaque jour. Ce n'est plus possible. Il faut donc accélérer le programme de vaccination. Quand je regarde les premiers chiffres au niveau de l'Europe, alors qu'on est tous partis sur la même ligne de départ, on voit qu'on est déjà largement dépassé. Donc il faut vraiment accélérer le process. Il ne faut pas avoir peur et construire une usine à gaz autour de cette campagne de vaccination. Il faut foncer et ça devrait être le mot d'ordre. Voilà, il faut foncer. Bonsoir Frédéric Le Turc, vous êtes maire centriste d'Arras. Alors vous avez une solution avec 200 de vos collègues, c'est de vous faire vacciner en priorité et devant les caméras. Alors c'est un petit peu résumé de manière très gratuite et médiatique, en fait, un acte une offre de service que l'on a faite simplement pour, comme vous le dites sur le plateau d'ailleurs, essayer de travailler 2 sujets, la confiance et l'accélération. On sait aujourd'hui en fait que la priorité, c'est de donner confiance aux citoyens qui se questionnent sur la question de la vaccination. Donc nous, avec d'autres maires en France, et à l'initiative d'ailleurs de Carl Olive, le maire de l'une des villes que vous connaissez bien, nous avons en fait eu l'idée de nous proposer pour essayer de montrer que c'était possible de se faire vacciner après tout. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des chiffres actuellement qu'on voit là, comparer la France avec nos voisins? C'est du 1 à, je sais pas, à 1000 ou à peu près. Ça vous énerve? Ce qui m'énerve, c'est l'ensemble des commentaires qui sont faits, excusez-moi, sur les plateaux de télévision qui, globalement, ne cultivent pas en fait la mise en confiance, mais plutôt en fait organisent la défiance. Donc je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de nous rassembler, de poser un peu le calme et la sérénité, et surtout, en fait, d'accélérer l'organisation de cette vaccination et d'essayer de faire finalement que les Français se fassent vacciner en pensant à 2 choses. Un, c'est se protéger, mais surtout protéger ceux et celles qui les entourent. Et on sait très bien que la vaccination, c'est la solution. Il faut aussi en fait que cet acte de vaccination soit une manière aussi de poser un peu la confiance avec les chercheurs et celles et ceux qui, pendant 10 mois, ont accéléré la possibilité de mettre en service un vaccin qui était espéré dès le début de la pandémie et qui est aujourd'hui en fait sujet à questionnement. Donc voilà, notre démarche, elle est simple, c'est une offre de service, c'est une manière en fait de travailler aussi cette relation de confiance qui existe entre les citoyens et les maires et qui en fait au cœur de ce débat qui n'en finit pas peut certainement permettre de relier un peu mieux les fils. Merci beaucoup Frédéric Le Turc, maire centriste d'Arras. Bonne idée là que les premiers élus se fassent vacciner pour montrer à la population que c'est ce qu'il faut faire. Voyez à quel point on en est rendu d'être obligé de faire vacciner. Parce que c'est très médiatique aussi. Mais aussi, pourquoi pas le gouvernement, les leaders d'opinion, des artistes, des sportifs, etc. Voilà, le problème, c'est qu'on va être très privilégiés. Il y a une catégorie qu'il faut absolument vacciner, je pense, et c'est là l'erreur aussi des heures stratégiques, me semble-t-il. Vraiment, c'est les personnels soignants qui sont en première ligne. Il n'est pas prévu que les personnels soignants soient vaccinés dans la première vague. Enfin, s'ils l'ont déjà eu, le problème, c'est que s'ils l'ont déjà eu, c'est pas forcément positif de se faire vacciner quand on l'a déjà eu. Bien sûr, mais ils savent très bien. Alors, je vous fais écouter le professeur Éric Côme de la Pitié-Salpêtrière qui se faisait exactement la même réflexion tout à l'heure chez David Pujadas. J'ai un vrai problème par rapport aux vaccinations. Si je peux dire une seule chose, c'est de ne pas vacciner les soignants. Je trouve que c'est proprement scandaleux, quoi. Mais vraiment,
inimaginable. Mais quel mépris pour nous, corps médical, de ne pas nous vacciner, quoi. C'est absolument honteux, quoi. Et en tant que spécialiste de la vaccination, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Si ce n'est que ça relève, beaucoup de choses relèvent d'un certain amateurisme, je trouve. Voilà. Amateurisme. Oui, je pense que c'est le terme. Côme, hein. C'est le terme amateurisme parce que, une fois de plus, de la même manière que depuis le début, il n'y a pas de planification sanitaire, on ne voit pas où est la planification de la stratégie vaccinale du gouvernement. Si, ils nous ont donné un Où calendrier. est la stratégie vaccinale ? Non, parce que pour une vraie stratégie vaccinale, il faut déjà assumer que ce n'est pas dans le Conseil de défense, de manière secrète, que la stratégie doit se développer. Ah bon ? Elle doit se débattre aussi à l'Assemblée nationale. Il faut une transparence. Donc il n'y a pas simplement un type de vaccin. Vous avez 3 types de vaccins. Pour l'instant, il n'y en a Donc, qu'un d'abord, qui est agréé par l'Europe. Il y a 3 types de vaccins. Ils ne sont pas disponibles. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais à ce moment-là, il faut quand même aussi en débattre. Moi, j'aimerais bien avoir un débat avec les chercheurs, parce que je pense que c'est tellement une bonne nouvelle qu'il puisse y avoir des vaccins, eh bien, qu'on nous explique dans la stratégie vaccinale, est-ce que l'on doit soutenir absolument ce type de vaccin, donc les vaccins, par exemple, ARN messager. Alors, vous avez ARN et ADN, et vous avez ensuite... Mais pour l'instant, on n'a que ça, c'est ça que je veux dire. Donc, oui, mais ils vont bientôt arriver, ceux de Sanofi et Institut Pasteur arriveront bientôt. Bon. Mais qui est ce débat-là ? Sanofi, il faut avoir un débat. Il faut avoir, pour pouvoir construire la confiance, il faut assumer le débat. Il faut que la pensée, il faut que le débat entre les chercheurs puisse avoir lieu. Ensuite, il faut une planification. Je veux dire, comment ça se fait que... il y a la planification. Mais quelle planification ? L'entreprise lyonnaise qui fabrique... Madame, ne me coupez pas la parole. L'entreprise lyonnaise... On peut dialoguer aussi. L'entreprise lyonnaise qui fabrique... Il y a un calendrier. L'entreprise lyonnaise qui fabrique les congélateurs qui sont nécessaires pour qu'on puisse conserver à moins 80 degrés, comment ça se fait qu'elle n'a pas eu une seule commande de la part du gouvernement pour avoir le matériel ? En quoi M. Véran nous explique-t-il qu'on ait pu faire simplement 200 vaccins ? C'est bien que visiblement, il y a eu au moins une impréparation de l'organisation logistique. Le sujet est suffisamment important, suffisamment grave pour qu'il y ait la transparence. Il y a un calendrier qui est posé sur le mois de janvier. D'ailleurs, moi je dis les vaccins, là, c'est comme les vœux, après, il faut les faire sur le mois de janvier. Et puis ensuite, on passera sur les publics qui seront les... Alors vous avez vu qu'ils ne sont pas d'accord sur janvier-février. Fischer, chez nous, dit on va en faire 700 000. Et Gabriel Attal dit 1 million. Bon, même à ce niveau-là, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zambrowski. Vous êtes, médecin à l'hôpital Bichat à Paris. Est-ce que ça vous inquiète quand on revoit ces schémas, que l'Allemagne ait déjà vacciné près de 80 000 de ses citoyens et nous, on en est à peine à 200 ? Non, ça ne m'inquiète pas vraiment, mais on n'attendait pas le vaccin aussi rapidement. Il est arrivé assez vite. Les autorités européennes puis françaises ont donné l'autorisation et on a choisi un plan. Alors peut-être faut-il effectivement tenir compte du fait que 60 et quelques % des Français ne semblaient pas prêts à se vacciner. Tout d'un coup, tout le monde se précipite. Je crois que d'ici quelques semaines, ce petit retard, c'est vrai, indiscutable, aura été résorbé, du moins il faut l'espérer, puisqu'effectivement c'est la seule solution efficace aujourd'hui. Oui, mais est-ce que justement le plan français est le bon ? Parce qu'apparemment les Allemands ont l'air quand même plus efficaces que nous, avec le même nombre de doses proportionnellement à leur population. Oui, les Allemands sont plus efficaces que nous par rapport à la mise en service du vaccin, mais ils ont 2 fois plus de morts que nous aujourd'hui, chaque jour, à cause du virus. Donc nous sommes revenus à égalité. Je crois que ces comparaisons de pays à pays et de système à système sont hasardeuses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait qu'un coup d'accélérateur soit donné, que la vaccination dans les EHPAD et les établissements qui reçoivent particulièrement des personnes exposées et âgées soit accélérée et que la diffusion, par exemple aux personnes âgées qui vivent à domicile, puisse avoir lieu plus rapidement. C'est indiscutable. De même que la vaccination des personnes soignantes, des personnels en contact direct avec le virus plus facilement que d'autres. On aimerait que tout ça soit accéléré. Je ne doute pas que, vu la vague de protestations qui se fait entendre ces derniers jours, ne serait-ce que sur vos antennes, eh bien, le ministre de la Santé finisse par en tenir compte. Et je ne crois pas que l'argument ce soit le manque de fabrication de congélateurs. Ça ne tient pas sérieusement. Est-ce qu'on ne perd pas énormément de temps avec la consultation médicale avant ?
Ah si, mais qu'aurait-on entendu si on ne demandait pas le consentement et la consultation médicale? Vous voyez, c'est la même chose que les gens qui se plaignaient de la détection, du dépistage, etc. Nous sommes un pays de râleurs et un pays où, par exemple, que dirait-on si des ministres quadragénaires se faisaient vacciner? On en verrait qui se plaindraient de les voir détourner à leur profit les vaccins a priori réservés aux personnes âgées et aux personnes à risque. Donc, on entend tout et exactement son contraire. Vous avez raison, il faut tendre les micros et les carnets des journalistes à tout le monde, mais à un moment donné, on aboutit à une cacophonie qui est évidemment dommageable à l'efficacité. Merci beaucoup Jean-Jacques Zambrowski, professeur, médecin à l'hôpital Bichat à Paris. Je voulais vous faire écouter à nouveau Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. Écoutez ce qu'il dit. Demain, 100 millions de doses et de vacciner un très très grand nombre de personnes. Ce n'est pas la réalité. La réalité, et c'est vrai dans d'autres pays, ce n'est pas un problème spécifique à la France, c'est que les vaccins arrivent progressivement. Pour vous donner un ordre de grandeur, le vaccin de Pfizer, le seul et unique qui soit autorisé aujourd'hui dans la communauté européenne, c'est 500 000 doses qui arrivent par semaine en France. Donc forcément, il faut tenir compte de cela. Bon, on n'a pas entendu le début, mais il disait si on pouvait avoir 100 millions de doses tout de suite, qu'est-ce que ce serait bien? Bon. Le ministre de la Santé hier soir disait que c'était assumé. Et lui, il dit que c'est une contrainte. Voilà, on sait que c'est une contrainte européenne. Ils disent tout, ils sont contraires une fois de plus. Et qui a réparti. C'est encore la cacophonie. C'est anxiogène et ça fait perdre la confiance. Et d'ailleurs, on le voit bien, plus les jours passent et moins les Français ont confiance dans cette vaccination. C'est pas vrai. Dans les sondages, en tout cas. Non, mais en plus, on peut regarder en Espagne, ils avaient aussi le même taux de rejet. Et là, avec la vaccination, il y a quand même une augmentation. Donc on peut espérer aussi. Mais c'est pas avec France, 200 par jour que soit arrivé. Je ne crois pas qu'ils vont rester sur cette fréquence de 200 par jour. Il y a vraiment un besoin de monter en charge. Tout le monde l'a compris. Et en plus, depuis que l'opinion publique commence à adhérer, parce que je pense que le débat que nous avons aujourd'hui et que nous aurons encore dans les prochains jours sur l'accélération de cette vaccination va faire adhérer de plus en plus. On en a besoin de cette vaccination. Mais il a lieu où ce débat? Il a lieu où ce débat? On a eu des discussions au niveau du débat public, dans les médias, on est là en discuter. Il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat. Pourquoi le débat n'a pas lieu? Je suis d'accord. Pourquoi le débat n'a pas lieu? Si on veut aller rapidement, il faut bien qu'ils prennent des décisions. Je n'ai aucun doute qu'il y aura toutes les demandes de la part des oppositions pour l'Assemblée nationale pour avoir les commissions, les questions au gouvernement sur cette stratégie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans les prochains... démocratique. Non, mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est dans les prochains jours comment on va monter en charge. Et après, on aura ces échanges quand la session ordinaire reprendra. Elle ne reprendra pas la semaine prochaine, mais la semaine prochaine. Ça m'aurait intéressé qu'on réfléchisse quand même au risque de recombinaison virale qui est posé par justement les vaccins de type ARN et ADN. Il n'y a pas un médecin qui dit ça, qui dit qu'il y a un risque. Bien sûr. Moi, tous ceux que j'ai entendus, ça n'a rien à voir. Le risque de recombinaison virale, et je vous invite à voir, vous avez des chercheurs, je pense notamment à Christian Vélo, généticien chercheur à Paris-Saclay. Il y en a beaucoup sur les réseaux complotistes. Non, c'est pas du tout un complotiste. Il est absolument pro-vaccin, il n'est pas du tout anti-vaccin, mais par contre, il distingue les différents types de vaccins. Il dit attention, ne rajoutons pas au risque de ce virus qu'on ne connaît pas, d'autres choses qu'on ne connaît pas à travers les nouvelles technologies. Et donc il dit attention, il y a plusieurs types de vaccins. Certains on les a pas. Il est pro-vaccin. Mais ce qu'il explique, c'est la distinction entre les types de vaccins. Voilà. Et pourquoi est-ce que l'Union européenne et la France mettent tous ces œufs dans le même panier, c'est-à-dire dans un seul vaccin, alors que vous en avez d'autres qui sont en train d'évoluer. Vous en avez un, par exemple, qui fonctionne en Chine. Vous en avez d'autres qui sont en train de sortir et qui ne prennent pas des nouvelles, qui ne procèdent pas des nouvelles technologies qui peuvent donc poser le problème de la recombinaison virale. On n'a pas suffisamment d'informations sur les vaccins russes et chinois parce qu'ils ne les donnent pas, les informations. Ça, on entend ça partout aussi. Pardon. Alors, je crois que sur le vaccin russe, on n'a pas les informations. Maintenant, je pense que sur le vaccin chinois, même si eux l'ont mis en circulation alors qu'ils n'avaient pas communiqué, rendu public leurs études, aujourd'hui, elles sont rendues publiques. Je suis obligé de vous quitter. Pourquoi ? Parce que nous avons monsieur Richard Patry en ligne. Bonsoir, vous êtes exploitant d'un cinéma et président de la Fédération nationale des cinémas français. Regardez ce que vient de dire chez nos confrères de BFM, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Il dit quoi ? À ce stade, il semble très
très peu probable que les salles de spectacle, les lieux culturels, les théâtres et les cinémas puissent rouvrir le 7 janvier en raison du niveau de contamination au Covid-19 qui se situe dans un plateau haut. Vous attendiez à cette déclaration, j'allais dire ? Bonsoir. Oui, on s'y attendait. De toute façon, il a toujours été question que le 7 soit une clause de revoyure, comme l'a dit le Premier ministre. Alors, je ne vais pas dire que ça nous fait sourire. On en a gros sur la patate. Ça fait 162 jours que les salles de cinéma sont fermées en France, que les théâtres sont fermés, que les musées sont fermés. Donc oui, on est déprimé, on est au bout du rouleau, mais on savait de toute façon que la réouverture n'interviendrait pas début janvier. Pour tout vous dire, nous voulons réouvrir le plus vite possible, mais nous pensons que nous n'arriverons pas à réouvrir avant fin janvier, début février, pour les vacances d'hiver. Et vous en voulez au gouvernement ou vous comprenez un peu ce qui se passe encore aujourd'hui ? 26 000 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures. Alors, c'est un peu les deux. On en veut au gouvernement de ne pas nous avoir réouvert au moment où il était possible de nous réouvrir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a attaqué au Conseil d'État et que d'ailleurs le Conseil d'État sur ce point nous a donné un peu raison. C'est-à-dire que effectivement, nous, on aurait aimé réouvrir début décembre, comme tout le monde, comme tous les commerces dits non essentiels ont pu réouvrir. C'est vrai qu'au moment où on a fait notre action, il était trop tard, le virus avait flambé. Néanmoins, nous, on considère que les salles de cinéma, les salles de théâtre sont des lieux sûrs. Il y a des études qui l'ont montré. Beaucoup d'études ont été faites sur ce sujet en France et à l'étranger. Il n'y a pas eu un seul cas de contamination dans un cinéma au monde relevé, alors que par exemple, entre les deux périodes de confinement, on a accueilli 25 millions de spectateurs dans nos salles. Il n'y a pas eu un cas de contamination. Donc c'est vrai qu'on n'a pas bien compris pourquoi on ne nous réouvrait pas en même temps que les autres. Bon, de toute façon, maintenant c'est fait, ça ne sert à rien de regarder par derrière. Maintenant, je pense qu'effectivement, nos concitoyens ne comprendraient pas, alors qu'effectivement, tout monte, que nous réouvrions. Donc on va attendre que ça redescende et en espérant que les mesures qui ont été prises vont faire assez vite redescendre les contaminations et que nos concitoyens pourront très rapidement retrouver le chemin des salles obscures, parce que je pense que nous avons, nous, un rôle social, un rôle de culture, un rôle de divertissement à jouer. Et je trouve que si aujourd'hui on pouvait aller au cinéma dans des conditions sanitaires très strictes, eh bien je pense qu'une partie de nos concitoyens irait un tout petit peu mieux. Eh bien ça, mais on n'en doute pas que vous ayez un rôle de culture, etc. Bien sûr, merci beaucoup. C'est pas qu'on aurait dû réouvrir, c'est qu'on n'aurait pas dû fermer, surtout. Voilà. Ah oui, carrément. Mais carrément. Non, mais la culture, c'est essentiel. L'avoir considéré comme non essentiel était vraiment insupportable. Oui. Et le terme, voilà. Mais surtout, je crois que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Sans culture, pas d'humanité. Donc là, il y a vraiment des moyens conséquents qui doivent être mis sur la table pour sauver la culture et qui ne sont pas mis aujourd'hui. Il y a besoin que ce secteur aussi aille en faveur du vaccin. Je vais en remettre une couche, mais il y a des influenceurs et des artistes. Le vaccin sera l'arme absolue qui va pouvoir nous sortir de cette crise et pouvoir retrouver nos besoins de Alors, il faut aussi continuer à financer la recherche des médicaments et des traitements. Ne pas l'abandonner. Disait aussi Xavier Lemoine. Oui, merci beaucoup. Tout de suite, il est 23h et c'est le grand journal de la rédaction.